Merci beaucoup, merci. On voudrait avoir une petite discussion ce matin sur les questions vraiment brûlantes pour nous tous. Comment arriver à avoir une société vraiment égalitaire sur le plan des droits? Notre principe, au Québec, nous vivons sous deux chartes qui disent la même chose, charte canadienne, charte québécoise, disent la même chose, qu'on conçoit la citoyenneté comme complètement égalitaire, c'est-à-dire quelle que soit la langue, le sexe, l'orientation sexuelle, quelle que soit la religion ou pas, les citoyens ont tous les mêmes droits, sont tous sur le même pied. Et c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette société-là, on est tenu de se reconnaître mutuellement. Reconnaître comment? Reconnaître comme citoyen à part entière. Et d'autant plus qu'il s'agit maintenant nous sommes dans un autre régime, ce n'est plus question de tolérance. La tolérance, on voudrait pouvoir dépasser la tolérance. Vous voyez, la tolérance, c'est toujours une arrière-pensée. Je dis à quelqu'un, vous êtes troublant, vous nous posez des problèmes, vous rendez la vie difficile, mais quand même, on va vous tolérer. La tolérance est toujours une arrière-pensée, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne marche pas, mais on va quand même l'accepter. Au contraire, dans nos chartes, disons, le statut égalitaire est quelque chose que les gens peuvent réclamer comme un droit. Alors, c'est pas plus question de votre attitude, de votre bonté, de votre bonne réaction envers moi en tant que citoyen. Je réclame l'égalité à part entière. Bon, alors ça, c'est la théorie, ça, c'est ce à quoi on est engagé dans nos sociétés modernes, démocratiques. Mais la réalité est souvent différente. Et je voudrais un peu expliquer ou enfin examiner pourquoi on a parfois tant de difficultés à vivre vraiment au niveau de cet idéal. Et je crois que ce qui nous rend cela difficile, c'est quelque chose qui est essentiel à la démocratie, qui est la force de la démocratie. Mais ce quelque chose-là peut virer dans un mauvais sens. Je vais essayer de m'expliquer. Qu'est-ce qui fait la force de la démocratie? La démocratie, à la différence d'autres régimes, des régimes autoritaires, des régimes de dictature, etc., la démocratie a besoin un fort sentiment d'identité commune. Le sens que nous partageons, que nous sommes là-dedans pour des buts, pour des principes reconnus par tout le monde et qu'on accepte tout le monde. Cette identité politique commune, évidemment, est toujours, en quelque sorte, la création de deux ordres de considération. D'abord, c'est clair que chez nous, avec nos chartes, notre identité commune est en partie définie par les principes fondamentaux, les principes moraux, les principes politiques fondamentaux, l'égalité, la démocratie, les droits humains. Mais, en même temps, il y a toujours un élément, disons, particulariste, un élément historique, un élément qui touche nous comme peuple, notre langue, notre histoire, etc. Disons, le patriotisme d'une démocratie moderne est toujours constitué de ces deux dimensions. Oui, on a des principes, mais nous, en tant que, disons, que Canadiens, nous avons quelque chose de plus. Nous avons un engagement envers ce projet particulier de la réalisation de la démocratie, qui est la démocratie canadienne. Même chose à l'intérieur du Québec. Nous sommes, en quelque sorte, engagés envers, non pas seulement les principes en général, mais ce projet, cette tentative particulière de réaliser ça dans notre société. Alors, cette forte identité commune est nécessaire. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça exige la solidarité, par exemple. Souvent, on doit s'entraider, surtout dans une perspective social-démocrate. Il y a des moments où on doit s'entraider. Nous avons,
notre système magnifique d'assurance maladie au Canada, dont Roy Romano a parlé ici même hier de façon très éloquente, ben ça, c'est le principe là-dedans, c'est que on peut avoir accès aux soins médicaux au moment où ils sont nécessaires, au moment où on en a besoin. Et toute la population, notre société est là derrière pour se porter garant. Alors on va s'aider mutuellement. Quand moi je suis en bonne santé, je vais payer des impôts pour que vous puissiez aller chez le médecin, et inversement aussi, quand moi je suis en besoin, vous allez m'aider. La solidarité est absolument essentielle à une démocratie. En même temps, cette identité commune nous assure que nous avons une certaine confiance mutuelle les uns dans les autres, que quand nous discutons ensemble de l'avenir de notre pays, nous parlons de la même chose. C'est-à-dire, on a le soupçon qu'à l'intérieur de la société, il y a des divisions où certains ne pensent qu'à leur propre bien et pas au bien commun. Ce soupçon-là et ronge une société démocratique, peut en quelque sorte la détruire finalement. Alors pour ces deux raisons-là, le besoin de la solidarité et le besoin de confiance mutuelle, nous avons besoin de ce sentiment que nous sommes ensemble derrière une certaine identité commune. Alors, c'est très bien, mais c'est justement ça qui peut virer dans un sens négatif et dangereux. Comment? Ben parce que cette identité a toujours une définition. Et il est très facile pour certains gens, à certains moments, de concevoir cette définition de façon à exclure d'autres gens. Et c'est ce qui arrive souvent de deux façons. On peut illustrer ça de deux façons. D'abord, dans un certain contexte où il y a beaucoup de mouvements internationaux, que notre société reçoit beaucoup d'immigrants, par exemple, c'est notre cas au Canada, au Québec, c'est notre cas dans toutes les sociétés de l'hémisphère occidental. Il est possible qu'à un moment donné, les gens qui, de souche en quelque sorte, sentent que ce qui arrive ne partagent pas vraiment cette culture commune, ne partagent pas vraiment cette identité, et il arrive qu'il y a une réaction de soupçon, d'inconfort, etc. Et ce qui faisait de la force de la démocratie, c'est-à-dire le sentiment qu'on est ensemble, qu'on est d'accord, que nous avons une identité commune, vire en une tare, parce que ça encourage des comportements d'exclusion, des comportements de rejet, etc. Alors c'est une façon où l'identité commune peut virer en quelque sorte, devenir toxique. L'autre façon, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, l'identité commune a toujours une dimension morale, dimension qu'on accepte ensemble certains principes fondamentaux. Et il est possible aussi que, par une fausse moralisation, des gens pensent que, d'après ces principes-là, c'est nous, notre groupe seul, qui soit vraiment dans la lignée de cette moralité, et les autres, non, ils ne sont pas à la hauteur. L'exemple frappant qu'on a vu dans la dernière élection présidentielle américaine, c'est l'exemple type de cela. Quand Mitt Romney a parlé des 47% de la population, 47% sont des gens qui reçoivent, sont donnés, sont des gens qui ne contribuent pas vraiment à la richesse américaine, mais qui sont là seulement pour être aidés par le gouvernement, par l'impôt payé par les autres. Ben, ce genre de moralisation commence déjà à créer dans l'esprit des gens deux sortes de citoyens, citoyens à part entière et citoyens qui sont en quelque sorte des parasites qui ne relèvent pas leur part du fardeau. Vous voyez, c'est ce genre de moralisation qui commence à introduire une cassure dans la société. Ben, heureusement, dans ce cas-là, ça lui a coûté à Mitt Romney l'élection présidentielle, mais c'est très bien qu'il ait dit ça.
de ce point de vue-là. Mais ce qu'il disait reflète une pensée que beaucoup de gens ont sans l'exprimer. Il faut dire qu'on a dans la droite canadienne aussi, par moments, on sent un peu la même chose, que la pauvreté, c'est le problème des pauvres, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de caractère, ils n'ont pas travaillé assez fort. Et ce genre de moralisation commence à créer de sortes de citoyens. Alors, on voit le moment où une chose très bien, une chose même essentielle pour la démocratie, savoir une identité commune, vire dans un sens exclusionniste, dans un sens qui crée l'exclusion. Or, comment envisager ça? Souvent on dit qu'il y a des peuples qui sont ouverts, il y a des peuples qui sont fermés, il y a des peuples qui reçoivent des immigrants sans difficulté, il y en a d'autres. Et ça, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, si on regarde le développement historique de cela, il est clair que tous les peuples, à un moment donné ou à un autre, sont tentés de virer dans un sens d'exclusion. Et à travers la longue histoire, prenons par exemple l'histoire de l'immigration dans les pays occidentaux, dans les pays de l'hémisphère occidental, mais aussi je parlerai de la France, on voit qu'il y a une évolution dans le temps. Prenons les États-Unis, par exemple. Au début, la République était formée par des gens qui étaient de culture protestante, différentes dénominations, mais culture protestante. Arrive en les années 1840, les Irlandais fuyant la famine en Irlande. Il y a eu une forte réaction. Mais ce sont des papistes, ce sont des gens qui ne sont pas comme nous, ce sont des gens dangereux. Il y avait même un parti qui s'est créé à ce moment-là aux États-Unis, qui s'appelait le Know Nothing Party. On voit que ça s'est bien nommé. Le Know Nothing Party voulait au moins retarder l'octroi de la citoyenneté à ces gens-là parce qu'ils ne peuvent pas faire vraiment partie à part entière. Ils ont une culture politique complètement différente de notre société. Bon, alors, si on regarde ça dans le temps, c'est un peu encourageant parce que les Américains ont surmonté ça. Hein? Et maintenant, toutes sortes de gens de pays catholiques sont intégrés entièrement jusqu'au point où Kennedy a pu se faire élire président. Mais on n'a jamais acquis ça une fois pour toutes. On continue, l'histoire continue, le bassin d'immigration change, et nous voyons de nos jours, par exemple, aux États-Unis, pour ne parler que de ça, que les hispaniques éveillent chez beaucoup d'Américains de souche anglo-saxonne, de WASP, éveillent beaucoup d'inquiétude, de malaise, etc. Alors, ce n'est jamais gagné une fois pour toutes. Les populations démocratiques ont toujours à refaire la définition de leur identité. C'est comme ça qu'ils ont pu sortir de cette situation conflictuelle entre les immigrants catholiques au XIXe siècle, c'est de redéfinir l'identité pour inclure tout le monde. Bon, prenons un autre exemple qui est de nos jours un peu tragique à mon sens, la France. Je vais vous surprendre en disant que dans la première moitié du XXe siècle, la France a été un exemple positif de la réception d'immigrants. Vous savez, entre les deux guerres mondiales au XXe siècle, la France a reçu énormément d'immigrants venant de la Pologne, venant de l'Italie, venant de l'Espagne, du Portugal, etc. Et ces gens-là ont été vraiment intégrés de façon que maintenant, à moins de voir dans les noms de famille, hein, on ne saurait pas que ce ne sont pas des Français comme les autres. Ça a bloqué, cette capacité de réception s'est bloquée après la Deuxième Guerre devant les immigrants qui viennent du Maghreb. Et ça pour bien des raisons. Mais en partie, pour faire très bref, un élément qui a complètement faussé, qui a rendu très conflictuelle cette relation-là, c'est la guerre d'Algérie,
c'est-à-dire la longue guerre de décolonisation de l'Algérie envers la France qui a créé de la méfiance des deux côtés. Et on voit actuellement une population importante, deuxième génération, troisième génération d'immigrants du Maghreb qui n'est pas intégrée, où les jeunes ne peuvent pas trouver d'emploi, où ils se sentent discriminés, où la police agit de façon très musclée envers eux. Il y a une aliénation profonde et on voit justement que la France est en train d'enfoncer, d'aggraver cette aliénation avec des mesures vraiment anti-musulmanes. Alors, vous voyez qu'il y a des moments de réussite, il y a des moments de faillite. Pour voir notre situation, au Québec, par exemple, on va en parler tout à l'heure, là, on a eu une de ces réactions de peur, d'inconfort devant, je dirais d'abord devant toutes les religions un peu pas familières pour les Québécois, l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, mais surtout l'islam, parce qu'il y avait beaucoup de musulmans qui sont venus, et dans un contexte géopolitique très difficile, où on parle de djihadisme, etc., il y a eu cette réaction, et évidemment, il y avait la proposition de la charte. On va parler tout à l'heure entre nous deux, Gabriel et moi, du débat autour de la charte pour un peu voir quels sont les mécanismes en jeu ici. Mais ce que ça a montré, c'est que de prime abord, c'est l'élément de soupçon, l'élément de sentiment, ces gens-là n'ont pas vraiment leur place ici. C'était un peu clair parce que lorsqu'on faisait des sondages, on demandait aux gens est-ce que le Québec reçoit trop d'immigrants, est-ce que le Québec reçoit des immigrants qui ne veulent pas s'intégrer, etc. Les gens qui ont voté oui majoritairement à ces deux questions-là étaient les mêmes gens qui ont voté oui à la question êtes-vous d'accord avec la charte et surtout avec la mesure qui interdit le port de signes ostentatoires dans la fonction publique. C'est les mêmes gens. Donc, ce n'est pas nécessairement une réaction ciblée directement à ces gens-là, c'est une réaction un peu généralisée d'inconfort devant l'arrivée d'immigrants qui semblent ne pas vraiment trouver leur place au Québec. Alors, il y a eu cette réaction. Comment est-ce que les pays qui ont surmonté ce genre de réaction l'ont en effet surmonté? C'est clair que si on laisse le temps au temps, le temps qui s'écoule, le temps où les gens peuvent se rencontrer, le temps où les gens peuvent se trouver ensemble dans certaines entreprises, que ce soit entreprises privées ou des mouvements publics, le temps où les gens apprennent à se connaître, où ils perdent leurs stéréotypes les uns envers les autres, où ils ont le sentiment de pouvoir vraiment se fier les uns aux autres. Et vous voyez qu'on arrive à dépasser ce stade, comme les Américains ont dépassé le stade de méfiance envers les Irlandais, comme les Français ont dépassé un stade de méfiance envers les Polonais, etc. Et nous pouvons en faire autant. En un sens, on a déjà commencé à le faire parce que lors de cette lutte autour de la charte, nous qui nous sommes opposés à cela avec notre mouvement de Québec inclusif, on a créé des liens. Moi, j'ai eu le privilège de militer avec des gens de toutes les religions et d'aucune, avec des musulmans, avec des sikhs, avec des catholiques, avec des athées, etc. Ensemble, on a lutté pour ne pas plonger dans ce piège qu'on nous tendait avec cette charte. Et en ce faisant, on a créé cette solidarité, on a appris à se connaître. Je connaissais beaucoup de ces leaders musulmans, je ne les connaissais pas avant, on se connaît maintenant et on a une confiance mutuelle.
dans ce mouvement, on a une espèce de, j'espère, d'embryon du Québec de l'avenir, Québec qui aurait dépassé cette tentation de verser dans la discrimination. Et c'est comme ça qu'on le dépasse. Ce n'est pas seulement en refusant ces mesures-là, c'est en formant des solidarités qui font le pont sur ces cassures-là, sur ces divisions-là, qu'on arrive à créer une société qui trouve que sa définition de soi, que son identité, c'est redéfinie de façon à inclure les gens qui étaient d'abord considérés comme exclus. Alors, c'est comme ça que ça se fait quand ça se réalise de façon heureuse. Mais entre-temps, l'exemple de la France nous est là pour nous le dire. On peut ne pas en arriver là. On peut ne pas en arriver là si on crée tellement de méfiance mutuelle dans la société. Surtout si on commence à créer chez les nouveaux arrivants qui sont de prime abord sous un espèce de nuage de soupçons, si on crée chez eux le sentiment, on n'est pas reçu ici, on n'a pas accepté ici. Il faut dire que j'étais navré de parler à certains amis musulmans qui m'ont dit on va quitter le Québec, on va aller ailleurs. Pourquoi? On ne nous accepte pas. Hein? Et on essaie de lutter contre cela, mais c'est une espèce de course, en quelque sorte, entre les mesures positives de création de solidarité entre les différents groupes et les mesures qui font une division profonde, qui creusent une division profonde, où les gens qui se sentent discriminés pensent qu'on n'a pas d'avenir ici. Je ne vais pas élever mes enfants dans cette atmosphère, il faut aller ailleurs. On peut aller ailleurs dans le cas des immigrants au Québec. Souvent, on ne peut pas, mais on reste là, mais avec une crispation, avec une méfiance terrible. Alors, c'est ça qu'il y a donc ce qu'il faut faire, créer des liens de solidarité, et ce qu'il faut éviter la stigmatisation. Et maintenant, parlons un peu de la situation politique canadienne de nos jours. Là. Nous avons un Premier ministre du Canada sur la question du niqab. Il y a combien de femmes dans tout le pays qui n'ont jamais porté de niqab? Mais enfin, sur la question du niqab, il se laisse parler de personnes qui portent ce vêtement qui a le reflet d'une culture anti-féminine, etc. C'est justement ce genre de stigmatisation où le Premier ministre n'a jamais parlé à cette femme-là, n'a jamais interrogé quelles sont ses motivations, il a simplement présumé. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est que ça crée un amalgame, comme on dit en français. Maintenant, les Français eux-mêmes ont compris qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Amalgame entre quelqu'un qui a une certaine pratique de sa religion qui nous semble étrange, d'une part, et le danger du terrorisme, du djihadisme, d'autre part, c'est pas la même chose. Mais si on fait l'amalgame, c'est une façon de stigmatiser toute la population musulmane. C'est une façon de stigmatiser tous ces gens-là. Et ça commence à créer cette division, créer ce sentiment de rejet qui va justement finir par empêcher qu'on surmonte ce moment-là. Disons, les forces de création de solidarité ne font pas assez rapidement leur travail pour éviter cette rupture profonde. C'est comme si on avait une plaie, et puis on met, je ne sais pas, d'antibiotiques sur la plaie, et ça aide à faire assainir la plaie, mais en même temps, si quelqu'un lâche complètement et touche constamment, ça aggrave. Alors, il y a la course, en quelque sorte, entre ces deux tendances. Et toute la partie se joue sur la question quelle sera la tendance majoritaire ou importante. C'est à ce moment-là
où les leaders politiques de tous les partis ont vraiment un devoir, ont une tâche très importante de ne pas se lancer dans ce genre de stigmatisation que Drainville a fait chez nous en disant que les femmes qui portent le tchador, c'est des intégristes, et comme notre Premier ministre canadien a fait au niveau canadien. C'est une tentation dans les deux cas de partis qui voulaient désespérément gagner une élection et qui trouvaient qu'ils pouvaient peut-être le faire en attisant ce sentiment de méfiance dans la population. Et ils peuvent gagner leur élection, mais ils vont perdre le pays. Ils vont perdre le pays que nous voulons créer. Alors, c'est un peu ça notre situation, c'est-à-dire il faut l'envisager dans un temps long, hein, dans la longue durée. On est capable de surmonter tous ces défis à notre unité, à notre société, mais il faut s'y mettre. Il ne faut pas avoir peur devant une première réaction d'inconfort chez les gens. Ça arrive toujours, c'est parfaitement compréhensible, c'est absolument normal. On a notre façon de vivre, notre identité commune, et puis, de prime abord, il y a des gens qui ne semblent pas pouvoir trouver leur place là-dedans. Il faut travailler à créer des solidarités et il faut éviter de stigmatiser et de créer des divisions profondes. Alors c'est ça la situation générale où nous nous trouvons. Je crois que ça va nous aider à concevoir là où nous en sommes si on voit notre situation dans ce contexte comparatif, contexte de la longue durée des pays démocratiques qui reçoivent des immigrants. Hein? Beaucoup de pays dans notre hémisphère, non pas seulement nous, les États-Unis, mais aussi l'Argentine, le Brésil, etc., sont dans cette catégorie. Et de nos jours, les pays de l'Europe occidentale sont entrés dans cette catégorie. D'abord, sans le savoir, sans le comprendre, ils devenaient des pays d'immigration. En Allemagne, d'abord, ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils disaient que les gens qui entraient allaient retourner par la suite dans leur pays. C'était des Gastarbeiter, c'était des ouvriers invités. Mais on aurait pu le dire, dans notre expérience canadienne et québécoise, il ne se passe pas comme ça. Et maintenant, il y a la deuxième et troisième génération dans ces pays. Alors, nous sommes tous, en quelque sorte, dans les pays occidentaux, dans la même situation. Hein? Nous avons tous ce même défi et nous devons tous le relever. Et il y en a qui le relèvent moins bien que d'autres. Nous avons très bien fait, et au Québec et au Canada, dans le passé, et on peut continuer de le faire. Maintenant, je crois que je vais arriver à la fin de mon temps, et donc je m'arrête ici, puis on va avoir une discussion tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. I'm going to have a little discussion here with our guest speaker this morning, but I'm going to do it in French since it's I think both the language we are more fluent with. Alors, merci, Monsieur Taylor, de cette présentation. Le thème de votre conférence ce matin et celui qui était annoncé dans le programme, c'était la question de l'inclusivité, la question de l'inclusivité posée dans le contexte canadien, québécois, mais international également, de montée, d'un renouveau du populisme de droite, d'un renouveau de la xénophobie, une tentation au repli identitaire hein, qu'on constate au Québec, au Canada, mais en Europe également, puis on y viendra peut-être. Vous avez commencé votre
votre présentation en parlant de la nécessité pour les démocraties d'entretenir un climat de confiance mutuelle, de solidarité. On pourrait également dire que les démocraties ont besoin, pour que la participation soit au rendez-vous, d'un imaginaire commun, de référents symboliques, historiques, culturels communs qui sont une condition d'une discussion démocratique qui soit productive pour que les acteurs se comprennent et s'entendent dans la discussion démocratique. Pour commencer notre discussion, j'aimerais peut-être partir du débat sur la Charte sur les valeurs des valeurs québécoises, pour peut-être, comme porte d'entrée, peut-être pour aller plus loin, mais peut-être en commençant sur un bilan de ce débat-là au Québec, puisque c'est peut-être, en tout cas, l'exemple le plus près de nous en termes de débat sur l'inclusivité, sur l'immigration. Je vais peut-être vous provoquer un peu, disons, volontairement, mais il me semble que les progressistes québécois doivent faire un constat assez dur du débat sur la Charte sur les valeurs québécoises. C'est-à-dire qu'il y a eu une vingtaine de sondages de fait pour mesurer l'appui populaire au projet du Parti québécois à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Et dans tous ces sondages-là, il y avait un portrait assez clair qui se dessinait. Il y avait un appui majoritaire de la population québécoise à l'égard du document de charte et un appui qui était majoritaire dans l'électorat de l'ensemble des partis. Hein. Et ça, on ne l'a pas assez souligné, je crois. C'est-à-dire, évidemment, les électeurs du Parti québécois étaient en faveur du projet, mais majoritairement, les électeurs de toutes les formations politiques se disaient en faveur, y compris les électeurs donc, du Parti libéral du Québec. Et c'est un débat qui s'est échelonné donc, sur 6 mois. Et malgré tout, malgré les nombreux débats publics qui ont eu lieu à la télévision, dans les journaux, le message des progressistes, des inclusifs, comme on les appelait à l'époque au Québec, manifestement, si on veut être franc et lucide envers nous-mêmes, ce message-là, il n'a pas réussi à convaincre les gens. Il n'a pas convaincu les gens ordinaires qui ont continué massivement à appuyer le projet de charte. Au-delà de leur positionnement sur l'échelle gauche-droite et au-delà de leur positionnement sur le débat sur l'indépendance du Québec. Si on fait ce constat d'échec, en tout cas ce constat assez dur du fait que le débat, s'il se reproduisait aujourd'hui, se déroulerait probablement de la même manière, ce que j'ai envie de vous demander pour commencer, c'est comment vous expliquez cette difficulté-là que les inclusifs, que les progressistes ont eu au Québec à se faire entendre de la population puis à convaincre les gens du bien fondé de leur position? Ben, je crois que c'est vraiment l'expérience qui change les points de vue là-dedans et pas les arguments immédiats. Parce qu'il y avait quand même des partis de l'électorat qui étaient plus acquis à notre position. L'opposition, c'était les gens de Montréal par rapport aux gens à l'extérieur de Montréal. Alors, ce qui est vrai des gens de Montréal, c'est que, puisque la majorité des immigrants, parce que tous les immigrants se concentrent à Montréal, c'est un autre problème, il y avait des gens qui avaient rencontré des musulmans, qui avaient travaillé avec des musulmans. Dans le cas de mes petits-enfants, ils étaient à l'école avec des camarades de classe musulmans. Et pour beaucoup de ces gens-là, les stéréotypes ne marchaient pas, ça ne semblait pas cadrer avec leur expérience. Alors, il y a quand même cette différence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, ça veut dire que nous avons un travail à longue haleine. Et puis, d'ailleurs, dans notre rapport, Jacques et moi, nous avons proposé différentes mesures pour que les gens se rendent compte. Par exemple, il y a l'habitude des écoles secondaires d'échanger pour une semaine leurs élèves. Ça se fait entre pays en Europe, les Allemands vont en France, les jeunes Français en Allemagne. Mais pourquoi nous, on ne peut pas concevoir une école secondaire à Montréal, une école secondaire à Chicoutimi, où il y a ce genre d'échange? Il y a tout ce genre cette liste de projets qui a été un peu oubliée avec le reste du rapport. Le place sur une tablette quelque part. Mais c'est une œuvre de longue haleine et on l'admet, ces solidarités se créent petit à petit, ou ces connaissances mutuelles se créent petit à petit. Alors, pour moi,
la défaite du Parti québécois, je suis d'accord, on est d'accord que ce n'était pas nos arguments, c'est PKP, c'est Ouais. le référendum qui a... Le Parti québécois, c'est un croc en jambe lui-même. Mais ça nous donne un sursis, je ne sais pas combien d'années. Et dans cette période-là, il faudrait mettre en œuvre certains de ces projets, parce que c'est clair que lorsque j'ai un stéréotype affreux à votre égard, il n'y a rien qui change ça, sauf la rencontre. On se parle, on travaille ensemble, et subitement, mais comment est-ce que je pouvais penser de ces gens-là, etc. Alors, je crois que nous avons une course maintenant contre la montre, avant la prochaine manche de ce débat-là, qui va venir, je ne sais trop quand, mais pas immédiatement. Hein? C'est ça le... Je vous relancerai en vous disant, en vous partageant peut-être un constat que j'ai fait et moi qui m'a beaucoup troublé et que j'essaie d'expliquer depuis donc, ce fameux débat au Québec sur la Charte. J'ai réalisé à un certain moment, durant ce débat au Québec, à mon étonnement, je dirais, qu'une bonne partie des gens qui, en 2012, s'étaient mobilisés dans la rue avec le mouvement étudiant sur la question des frais de scolarité, qu'une bonne partie de ces gens-là, je dirais même une majorité de ces gens-là, appuyaient le projet de Bernard Drinville de Charte des valeurs québécoises. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que au lieu de... En fait, je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce que ces gens-là reconnaissaient dans le mouvement de 2012 qui le reconnaissent dans le projet de charte? Qu'est-ce qui allait les chercher dans la mobilisation étudiante en 2012 qui les interpelle, encore une fois, dans le projet de Bernard Drinville? Et ça me semblait trop facile que de dire « Ah, c'est de la xénophobie, ah, c'est du racisme ». Il me semble qu'il y a une réflexion importante à avoir sur qu'est-ce qui fait que même des progressistes, des gens de gauche, vont se reconnaître dans ces propositions-là, dans la proposition identitaire. Et peut-être je vous soumets une explication, je vous soumets une réflexion que j'ai eue et j'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Si on se place dans le contexte de ce que certains appellent la crise motivationnelle hein, au sein des démocraties avancées, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une crise de la participation démocratique, que les gens se sentent de moins en moins interpellés personnellement dans les débats, tendent à se désengager des structures de participation, à se désengager de la société civile. Dans ce contexte-là, donc, de crise de la participation ou de crise de motivation hein, démocratique, il m'a semblé que 2012, tout comme le projet de charte, apportait une réponse à ça. Et évidemment, la réponse identitaire, la réponse conservatrice, elle est inadéquate, je crois qu'on s'entend là-dessus, mais c'est au moins pour plusieurs personnes, ça apparaît comme une réponse. Hein. Il y a une proposition d'un nous, hein, une proposition de participation à un projet collectif, à un projet commun qui va chercher les gens. Je pense que c'est le constat qu'il faut faire du débat qu'on a eu au Québec. La question, c'est, contre cette proposition conservatrice, identitaire, qu'est-ce que nous, comme progressistes, quel projet collectif on peut mettre de l'avant comme alternative à ce repli-là? Parce que manifestement, le discours, disons, légaliste, puis je ne dis pas ça nécessairement péjorativement, mais le discours légaliste de défense des droits individuels, manifestement, il n'a pas convaincu. Oui. Et je doute que ce soit assez pour susciter un engouement puis une adhésion subjective forte au projet des progressistes. Donc, ma question pour vous, c'est quel est ce nous qu'on peut mettre de l'avant comme progressiste, qui soit inclusif, mais qui soit assez substantiel, qui soit assez substantiel pour susciter une adhésion chez les gens. Oui. Voilà, je crois que vous avez entièrement raison. Votre mouvement et le mouvement derrière la Charte, il y avait des liens, des accointances. Pourquoi? Référons-nous maintenant à 2012. Lorsqu'il y avait de l'incompréhension dans le reste du pays devant la force du mouvement étudiant que vous avez mené très bien, d'ailleurs. Les gens disent, pour quelques scènes, là, ils vont faire tout ce chambardement, etc. Mais ils ne tenaient pas compte
des éléments de l'identité québécoise, Oui. que nous croyons avoir eu un certain projet de société qui a commencé avec la Révolution tranquille, et c'était au nom de cela. OK? Alors, l'identité entrait dans la force de ce mouvement. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des éléments positifs et essentiels, indispensables de l'identité démocratique, où on a le sentiment qu'on a notre projet, on vient d'une certaine histoire, dans notre cas, la Révolution tranquille, on vient d'une certaine histoire, et c'est de ça qu'on parle. OK, alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut que ce nous soit basé comme il est sur le passé, s'élargisse à l'avenir. Et je crois que c'est ça que... Comment le faire? Je crois que vous avez déjà un peu touché à la solution. C'est trouvant des mouvements de solidarité pour certains buts où sûrement cette solidarité entre les différents groupes va se créer. Bon, devant un mouvement d'exclusion de la minorité, là, il n'y a pas de solidarité, mais devant un mouvement de renouveau de la société, une société fortement inégalitaire, une société où la démocratie, franchement pourrie devant les inégalités grandissantes, il y a toutes sortes de projets, de buts qu'on peut se poser, où tout le monde pourrait se mettre d'accord. Québécois de souche, anglophones au Québec, musulmans. Alors, c'est en créant ces solidarités que le nous, sans que les gens s'en rendent compte, le nous s'élargit. Ce qu'on considère comme le nous devient autre, a un autre caractère. Et c'est ça la tâche devant nous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ouais. Donc, c'est la question sociale Oui. qui apparaît pour vous. Est-ce que je vous comprends bien si je dis que pour vous, c'est la question sociale qui peut devenir le creuset Oui. où pourrait se développer cette solidarité-là? C'est ça, exactement. Parce qu'à ce moment-là, ça ne divise pas. Ce n'est pas une cause qui parle uniquement à un groupe et qui même menace l'autre. C'est une cause qui est dans l'intérêt de tout le monde. Hein? On se met dans la peau d'un immigrant qui arrive au Québec. C'est extraordinaire. On a fait cette expérience de la commission. Je ne sais pas si ça fait du bien pour la société, mais ça a été une éducation extraordinaire. On a demandé aux gens pourquoi vous êtes venus ici, au Québec. Ils ont dit deux choses. La liberté et je voudrais créer un avenir pour mes enfants que je n'aurais jamais pu créer là-bas où j'étais. Hein. Alors, si ces gens-là sont investis énormément dans la possibilité pour leurs enfants de réussir, de trouver une carrière ouverte, de se faire éduquer, de se faire former, de trouver un travail dans leurs compétences. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous rassemble tous. Il n'y a personne au Québec qui devrait être contre ça, des gens qui arrivent ici et qui voudraient pratiquer là, comme médecin, etc. Ce n'est que censé qu'ils puissent le faire. Or, comme vous savez maintenant, il y a beaucoup d'obstacles. Et là aussi, nous avons fait des propositions qui ont fini sur une tablette, elle aussi. La poussière. Ouais, la poussière s'accumule. Pour commencer à élargir peut-être le débat ensemble, j'aimerais vous entendre sur une thèse que j'ai entendue, qui m'a beaucoup interpellé. Vous connaissez probablement le journaliste français Edwy Plenel, qui a été longtemps journaliste au Monde, qui a fondé récemment un média indépendant en France, Mediapart. Et Edwy Plenel, dans un livre récent qui s'appelle « Pour les musulmans », soutenait que, en fait, dressait un parallèle entre l'émergence de l'antisémitisme en Europe à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et la montée actuelle de l'islamophobie, et en disant que la figure du musulman dans les sociétés occidentales actuellement est en train de remplacer ce qu'a été au 20e siècle la figure du juif comme figure un peu qui condense toute une série de problèmes sociaux. J'aimerais vous entendre sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est une analogie qui tient la route? Est-ce que vous pensez que c'est un parallèle qu'il faut faire? Est-ce que c'est dangereux de faire ce parallèle-là? Est-ce que c'est instructif ou pas? Ah oui, je crois que c'est très instructif. Enfin, parce que c'est le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, oui. Qu'il y a ce sentiment que ça va mal, et puis on trouve une minorité quelque part qui en est responsable. Et
comme vous dites, c'était un condensé, le stéréotype, ça n'a rien à faire avec le réel. C'est une espèce Ouais. de condensé des craintes, des inquiétudes devant une figure de bouc émissaire. Et exactement ce qu'on peut un peu comprendre dans les élections européennes récentes, c'est un peu le retour à ce qui existait en France dans les années 1880-1890. Il y a le sentiment que ça va mal et trouver le bouc émissaire qui est le juif. Ouais. Et un certain langage de Drummond dans son journal antisémite des années 1890, on voit dans le langage du Front national français actuellement les mêmes images qui émergent. Et ce qui est vraiment catastrophique là-dedans en Europe, c'est qu'une situation d'effondrement économique, une situation d'austérité, de récession, ne fait qu'aggraver cela. De sorte qu'on a trouvé dans tous les pays européens, lors de l'élection européenne récente, presque tous les pays, l'extrême droite a gagné du terrain. Et maintenant, en France, les sondages, j'espère que ça va changer, mais ça donne comme gagnant, comme menant dans les sondages, Marine Le Pen. C'est la face un peu moins rébarbative du Front national. Ouais. Ouais. Mais alors ça, on voit qu'il y a des bases communicantes. Il y a des possibilités de sortie du pétrin dans lequel nous sommes sur la voie sociale et économique, et la possibilité d'en sortir de cette façon imaginaire dans le bouc émissaire. C'est des bases communicantes. Plus on peut avancer dans ce sens-là, et moins on a besoin, moins on a de force derrière ces mouvements de droite. Le Rossan-Danon a écrit Pierre Rossan-Danon, plusieurs livres merveilleux, mais il y en a un où historiquement, il trace cette relation, où justement, au moment où ça va très très mal, le sentiment il n'y a pas de sortie sur le plan économique, etc., a alimenté ces mouvements antisémites à l'époque, anti-musulmans à notre époque. On a parlé du repli identitaire, qui est une des manières dont se formule la réponse à cette crise-là de la démocratie contemporaine. Actuellement, on a une autre réponse qui est articulée, qui souvent, d'ailleurs, s'accouple bien avec le repli identitaire, c'est le resserrement sécuritaire. Ouais. Au Canada, actuellement, on est dans ce débat-là autour du projet de loi, évidemment, C-51, qui est là une proposition quand même ambitieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, de resserrement sécuritaire qui carbure essentiellement sur les mêmes arguments que le repli identitaire, c'est-à-dire crainte de l'étranger, Oui. alimenté évidemment par l'émergence d'un certain terrorisme qui se réclame de l'islam, donc l'islamisme, la montée, ce qu'on appelle la montée de l'islamisme violent. Et pour reprendre un peu la même réflexion que pour ma première question, il me semble que les progressistes ont encore de la difficulté à articuler une réponse à ce phénomène-là du terrorisme où il y a une droite qui, elle, qui est vociférante sur la question de la sécurité, la question militaire, en disant la solution à l'émergence du terrorisme islamiste, c'est resserrer la sécurité ici. Et outre-mer, c'est envoyer des bombardiers, envoyer des soldats, des tanks. La gauche répond non, c'est pas ce qu'il faut faire. On a des préoccupations pour les libertés civiles ici. C'est pas par la guerre qu'on va régler ça. Il faudrait peut-être davantage y aller avec des mesures d'aide humanitaire. Bon, mais il me semble qu'on a encore de la difficulté à répondre à ce qui, du point de vue des gens, apparaît comme une insécurité réelle. Cette insécurité-là, elle est fort probablement alimentée par la droite, elle est peut-être en partie légitime, en partie illégitime, mais au-delà de ça, elle est réelle. Les gens sentent manifestement, quand on fait des sondages, les gens nous disent « oui, on a peur du terrorisme ». Bon, comment on répond à ça à gauche? Autrement que par dire « il ne faut pas faire d'amalgame », il ne faut pas alimenter le climat de peur. Je pense qu'il faut dire ça, ça me semble nécessaire, mais ça ne me semble pas suffisant pour répondre aux craintes des gens. Quelle est la solution progressiste
Quelle est la proposition de la gauche pour répondre à ce phénomène-là? Ouais, ben, ça tombe sous le sens qu'il y a un problème policier, lorsque si certains jeunes décident de... Mais ça tombe aussi sous le sens que c'est pas tout, qu'il y a toujours deux paliers sur lesquels on devrait se battre. Il y a le palier des policiers, peut-être même militaires dans certains cas, mais il y a le palier des cœurs et des esprits. Comment faire que ce soit beaucoup plus rare, et même si ça ne se passe pas du tout, que les jeunes conçoivent l'idée de trouver un sens à leur vie en détruisant la vie des autres et en détruisant, en tuant leurs concitoyens, etc. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne se fait pas par des mesures de force immédiatement applicables. Ça se fait avec une longue collaboration avec des leaders dans ces communautés-là pour qu'ils puissent voir quand un jeune commence à s'orienter dans ce sens-là, qu'ils puissent lui parler, qu'ils puissent convaincre les gens qui ont vraiment la confiance des jeunes, etc. Et aussi, négativement, il ne faut pas créer le sentiment que ces gens-là sont un danger, qu'on les considère comme un danger, parce que ça joue justement, exactement c'est la game de l'État islamique. Ouais. Ce que les recruteurs disent toujours à ces jeunes, vous êtes méprisés, vous n'êtes pas acceptés ici, pourquoi vous restez ici, venez avec nous. Hein? Et quand on fait le genre de réaction d'amalgame qu'on a vu chez Drabel, mais aussi chez Harper, ça joue exactement dans le jeu de ces recruteurs-là. Alors, il faut toujours que le public comprenne qu'il y a deux niveaux d'action ici. Et si on sacrifie complètement le niveau d'action, des cœurs et des esprits, on se crée énormément de difficultés à l'avenir. C'est ça, ça menace directement notre sécurité à la longue, que de jouer seulement sur le plan de la force militaire, policière, etc. C'est séduisant parce qu'on peut, en adoptant une loi, faire renvoyer la police, il semble qu'on peut immédiatement améliorer la situation. Mais si on ne fait que ça, on améliore la situation immédiate en créant une situation à long terme encore plus dangereuse. OK, c'est difficile à expliquer, je suis d'accord, c'est tout comme l'élargissement du nous, mais il faudrait que n'importe quel parti qui soit vraiment responsable continue de marteler cette idée-là, cette conception-là. Donc, j'en comprends, on revient un peu toujours au même point, au fond. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient encore une fois à la question sociale. Ouais. C'est-à-dire, la question sociale qui nous apparaît, puis je pense qu'on là-dessus, on partage cette analyse-là. La question sociale, si je vous comprends bien, apparaît comme le lieu où peut le lieu symbolique où peut se créer des solidarités, où peut se tisser des liens qui permettent de contrebalancer le repli identitaire, le resserrement sécuritaire. Or, il me semble, et là je joue l'avocat du diable ici, j'ai décidé de mettre ce chapeau-là ce matin, que si on en parle de la question sociale, prenons-la, cette question-là, puisqu'on y revient tout le temps et que ça nous apparaît comme le lieu à partir duquel articuler des réponses, cette question... comment dire, le débat sur la question de l'austérité actuellement, donc, qui est la manière dont se présente la question sociale dans les débats contemporains, la gauche également a une certaine difficulté à amener ce débat-là. Il y a une version de la proposition progressiste qui est essentiellement la proposition social-démocrate, qui a été celle des dernières années, qui de moins en moins apparaît comme crédible, qui de moins en moins apparaît comme, à la plupart des gens, comme une réelle alternative. On a l'impression que c'est une proposition qui dit, grosso modo, revenons en arrière, sauvegardons les acquis, il faut pas toucher aux institutions actuelles, elles font leur travail, elles sont bien. Et ironiquement, ça place les progressistes, ça place la gauche dans une posture conservatrice, ou en tout cas une posture défensive, de dire, devant une droite aussi vociférante, aussi agressive, aussi qui est passée à l'attaque depuis 30 ans, la gauche se retrouve dans une position de dire, et là on est sur le terrain de la question sociale, se retrouve à dire, nous ce qu'on veut c'est, il faut pas trop changer les choses, il ne faut pas trop bouger, et ça fait que par exemple au Québec,
c'est la droite qui s'est emparée du slogan du changement social. Comment sortir pour vous de cette posture-là, en gardant à l'esprit que c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé quand on traitait du repli identitaire? Oui, oui. C'est-à-dire, on veut sortir de cette rhétorique-là, on veut, avec la logique des vases communicants, qui est, je pense, une belle image, donc, prendre ces énergies-là et les canaliser dans les enjeux socio-économiques pour créer des solidarités. Mais quand on arrive à débattre de ces enjeux-là, encore une fois, la gauche est dans une position défensive, une position de défense de certains acquis, de certaines institutions. Puis il me semble avoir le discours social-démocrate, il me semble, a de la misère à se renouveler, autre que d'une manière, autre qu'en se libéralisant, ce qui ne me semble pas être nécessairement une solution viable à long terme. Donc, comment vous voyez, vous, l'articulation de cette position-là, social-démocrate aujourd'hui? Comment vous voyez son renouvellement? Est-ce qu'il est possible de sortir de cette posture défensive-là? Si oui, comment? Ben, si seulement j'avais la réponse à cette question-là, mais... C'est plate. Oui, si on posait des questions faciles, ce serait plate. Là. Il ne faut pas poser des questions faciles. Non, absolument. Non, vous avez raison aussi, parce qu'il y a certains sondages qui démontrent que beaucoup de Québécois, beaucoup de jeunes Québécois, aussi bien que les plus vieux, ont un peu le sentiment qu'il faut tirer son épingle du jeu avec les moyens du bord, que les institutions démocratiques, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'avancée possible par cette voie-là. Donc, il faut, avec la situation que l'on a et les mesures que l'on a et les moyens que l'on a, il faut trouver un moyen de s'en tirer. C'est ça, le sentirisme, on peut dire. Mais votre mouvement, d'il y a quelques années, a démontré que ce n'était pas l'unique réaction. Alors, le discours social-démocrate, ça consiste déjà en ceci, que non, les institutions n'ont pas donné leur plein. Au contraire, elles marchent mal. Elles marchent mal, par exemple, les institutions démocratiques, justement parce qu'il y a des inégalités croissantes, donc il y a le sentiment, devant ça, d'impuissance du citoyen ordinaire. Mais l'impuissance, ce n'est pas nécessairement sans appel. Alors, mettons-nous ensemble. OK, je n'ai pas la réponse dernière à la question, mais je repose la question. Étant donné que dans cette situation où, généralement, il y a beaucoup de désespoir quant à nos institutions, le manque de confiance, comment ça se fait que vous avez pu participer à un mouvement de renouveau? Il y a eu beaucoup d'énergie, ça a beaucoup engagé les jeunes. Et ça a engagé plus que les jeunes, ça a engagé les moins jeunes qui ont trouvé ça. Et pourquoi est-ce que, voyons ça sur le plan international, pourquoi est-ce que les Occupy à New York a pu si bien mobiliser les gens, mais ça n'a pas eu de lendemain, ça n'a pas eu de liaison avec le... Et c'est le cas en partie quand même de notre mobilisation étudiante au Québec. C'est-à-dire que vous avez raison de dire que ça a été un moment politique assez impressionnant. Les gens qui y étaient ont quand même, je pense, pu prendre la mesure d'à quel point c'était un mouvement qui était porteur d'espoir. Ou en tout cas, de l'espoir qu'il y ait un espoir à tout le moins. Mais force est d'admettre, et là je prêche contre ma propre paroisse, mais force est d'admettre que quand même les gains concrets, les résultats politiques concrets sont encore à venir. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, on est 3 ans, jour pour jour, après la mobilisation étudiante de 2012. On est actuellement au Québec, et le budget qui a été déposé avant-hier est venu confirmer ça. On est dans un climat d'austérité absolument phénoménal qui est, depuis 20 ans, ce sont en ce moment les plus grosses attaques qui sont faites au service public, 3 ans à peine après cette mobilisation-là. Donc, le constat, quand même, il n'est pas réjouissant même à ce niveau-là. Oui. Alors, mais il y a un manque de contact, un manque de liaison entre cette énergie immédiate-là et des structures qui œuvrent à l'intérieur des partis, etc. Okay? Et on trouve ça un peu partout. Par exemple, 15 de Mayo, le mouvement en Espagne, c'est très impressionnant, mais ça n'a pas encore de liaison, de jointe avec le système représentatif. C'est notre tâche prochaine,
pour moi. Hein. C'est pas, on n'a pas pu le faire et, disons, séparément, mouvement et parti, on ne réussit pas, on échoue. Mais ensemble, il serait peut-être possible d'en faire plus, parce que cette énergie-là aurait un lien, sans que l'un soit en quelque sorte féodalisé à l'autre, on ne sait pas, les mouvements devraient toujours exister à l'extérieur avec leur indépendance, c'est très important, parce que c'est la condition de leur énergie, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des ententes, des compréhensions mutuelles. Maintenant, on est un peu au stade où les politiciens sociodémocrates disent souvent, ben, c'est des mouvements qui n'ont pas de lendemain, c'est pas important, et les gens dans le mouvement, ben, Voilà. les politiciens, là, c'est tout corrompu. Puis... ben, on n'est pas mal corrompu parfois, mais non, il faudrait qu'on dépasse cela et qu'on trouve moyen de lier ensemble. L'Espagne va peut-être nous surprendre, comme la Grèce l'a fait en une certaine mesure. Ben voilà, c'est parce que vous parlez de l'articulation entre donc, les mouvements sociaux et les partis politiques, entre, disons, la rue et les institutions, les structures de participation démocratique. J'allais justement vous relancer sur la Grèce, sur l'expérience grecque, parce que dans les sociétés européennes et américaines, dans les sociétés occidentales, c'est en ce moment le lieu où ça s'est produit dans les dernières années. Il y a eu les expériences latino-américaines, mais qui se développent dans des contextes qui sont difficilement comparables aux nôtres. L'expérience grecque, quand même, à certains égards, est plus proche de nous. Donc, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur, cette expérience grecque-là, où il y a eu, donc, une quantité de mobilisation dans les mouvements sociaux quand même phénoménale, avec occupation des places, grève générale de plusieurs jours, qui s'est transposée après ça dans un parti de gauche comme Syriza. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience-là? Qu'est-ce que vous pensez des tensions actuelles entre Tsipras et son gouvernement et les oligarques de l'Union européenne? Et c'est pas juste une question de curiosité intellectuelle, parce qu'il me semble que l'expérience grecque et son aboutissement va être d'une importance quand même significative pour l'ensemble de la gauche européenne et par extension les gauches partout à travers le monde. Parce que il semble, et là vous direz si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse-là, mais il me semble assez clair qu'au niveau des institutions européennes, l'objectif, c'est d'infliger une humiliation à Syriza. C'est-à-dire, c'est non seulement de s'assurer que Syriza ne soit pas en mesure d'appliquer ses politiques, mais il me semble que l'objectif des institutions européennes, c'est d'infliger une défaite et d'infliger une humiliation à la gauche grecque afin d'envoyer un message à l'ensemble des autres partis de gauche européens pour dire, si vous vous essayez comme les Grecs, regardez ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Mais je crois que c'est plus partagé que ça, parce que ça inflige aussi une défaite à l'Union européenne, ça inflige... l'euro va être... Alors, ils sont partagés. Et on a un espoir qu'ils en arrivent à une entente. Ce qui est vraiment inacceptable en Grèce, c'est que le programme d'austérité ne menait nulle part. C'est-à-dire la dette augmentait. L'austérité c'est supposé exister pour réduire la dette, mais la dette augmentait, surtout comme pourcentage du produit national brut. Et donc, il fallait faire autre chose. Maintenant, il y a des portes de sortie possibles et je ne perds pas l'espoir, mais je suis toujours trop optimiste. Mais je ne perds pas l'espoir qu'ils peuvent en arriver à une entente qui va garder la Grèce dans l'euro et qui va changer la situation de la dette, même en écarter certaines parties, en échelonner d'autres, moyennant certaines réformes structurelles en Grèce. Eh bien, il y en a très importantes parce que les riches ne payent pas d'impôts en Grèce. En Espagne, on peut peut-être espérer aussi une issue positive parce que le mouvement est tellement grand. Mais ça pourrait être rééquilibration entre le mouvement et les partis, c'est-à-dire il y aura beaucoup d'éléments en quelque sorte d'autogestion, etc., dans la solution qui va sortir de là. Ça va être particulière à l'Espagne, mais quand même, il y a deux cas là où il y a des exemples qui peuvent nous servir, nous donner de l'espoir.
Mais ça peut aussi bien tourner Voilà. au désastre, je suis d'accord avec vous. Si, si le mauvais côté, le côté qui veut infliger une leçon à ces Grecs-là, gagne la partie en Europe, mais ça va être coûteux pour les institutions européennes en même temps. Hein. C'est pas, ils vont se punir, s'endommager en écrasant les Grecs. Quelles sont pour vous les leçons pour les progressistes au Canada, au Québec, de cette expérience, disons, prenons ces deux expériences, là, grec et espagnol? Ben, je crois que c'est la même combinaison des mouvements, hein, des mouvements et des partis qu'il faut créer. Hein, c'est aux partis de mettre sur pied des programmes d'ensemble que nous faisons dans notre parti, dans le nouveau Parti démocratique. Et d'accord, mais l'énergie derrière tout ça, l'espoir que ça peut éveiller, ça ne peut venir que de mouvements des gens qui ont un sentiment, disons, beaucoup plus généralisé, qui peut en quelque sorte se concentrer sur certaines mesures, comme le cas de la gratuité scolaire en l'occurrence, mais peut se concentrer sur certaines mesures, mais qui canalise un malaise beaucoup plus grand, beaucoup plus généralisé de la société. Oui, parce qu'on a tous derrière la tête la conscience démocratique. Ça ne devrait pas marcher comme ça. Et le fait que ça marche, non pas très bien, mais ça marche de moins en moins bien, qu'on s'en va vers une concentration de pouvoir de plus en plus grande, crée ce malaise extraordinaire. Maintenant, si ça peut s'exprimer, oui, OK, ça peut aller vers le « Ah, bof, ça, on ne peut rien en faire, je m'occupe de ma carrière, etc. » Mais on a quand même les preuves qu'il y a beaucoup plus que ça dans la conscience, dans le cœur, dans les émotions de beaucoup de gens. Oui? Et vous avez démontré ça récemment, on vous en sait gré un peu, parce que oui, ça relève d'espoir. Alors, si on pouvait avoir ces deux mouvements-là, ces deux actions-là, mais qui pourraient se voir à distance, se critiquer peut-être à distance, mais avec le sentiment qu'on a quand même, il faut nous deux ensemble, pour en arriver quelque part, on pourrait avoir... Ouais. C'est complexe comme articulation, parce que quand on parle donc d'articulation entre les mouvements et les partis, le risque, c'est qu'il y ait un retour de balancier. C'est-à-dire que le fait que les mouvements canalisent de l'énergie dans des partis politiques, ça peut signifier, à l'inverse, une étatisation des mouvements. Exactement, et qu'ils veulent éviter à juste titre. Voilà. Alors, c'est un équilibre qui est dur à trouver. Oui. Et il me semble que... Et là, c'est pour ça qu'il me semble que l'expérience grecque peut être intéressante à ce titre-là. Mais jusqu'à maintenant, il me semble que cette articulation-là, on l'a plutôt mal réussi. C'est-à-dire que cette étatisation-là des mouvements, donc ce reflux, non pas des mouvements vers l'État, mais de l'État vers les mouvements, ça me semble avoir été très dommageable pour la gauche depuis quelques décennies. Donc, concrètement, comment vous voyez des mécanismes pour éviter ce retour-là, puis cette bureaucratisation, cette étatisation des mouvements qui peut être la conséquence d'un rapprochement entre les deux pôles? Oui, mais le problème, c'est que le mouvement social-démocrate en général a peut-être un problème avec ça, parce que, oui, dans son histoire, dans ses histoires, les mouvements social-démocrates ont toujours eu un élément mouvement, un élément parti politique, gouvernement. Mais ça a souvent été très formalisé sous la forme de syndicats, de coopératives, etc. Labour Party comprend les coopératives, et puis chez nous, les syndicats, etc. Et là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus indépendant, flou, etc. Donc, il faudrait une autre mentalité dans nos partis, où on accepte qu'il y a quelque chose de complètement indépendant de nous, qui carbure dans la société, qui crée du mouvement, dont
notre réussite de nos programmes, de nos valeurs, de nos idéaux dépend de façon fondamentale. Voilà. Et je crois qu'il faut changer les mentalités dans les deux mouvements. Et je crois que c'est nous, les partis, qui doivent changer les premiers. Parce qu'ils vont réaliser qu'il y a des mouvements en dehors de nous. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Et souvent, on dit qu'ils sont naïfs, etc. Mais peut-être qu'ils sont naïfs, mais peut-être que c'est une bonne chose. Hein? Ouais. Mais on est, en fin de compte, du même bord. Et on a besoin chacun a besoin que l'autre fleurisse, que l'autre aille de l'avant. Oui? Charles Tiller, c'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette discussion. J'aimerais vous laisser sur une dernière question. On a abordé plusieurs sujets. On a commencé avec la question du repli identitaire qu'on constate. On a atterri sur la question sociale. On l'a développé un peu. Ma dernière question pour vous, elle est très, très simple. Et c'est la suivante. Charles Tiller, êtes-vous, quand vous constatez la situation actuelle, êtes-vous optimiste ou êtes-vous pessimiste? Ben, on cite Gramsci, puis vous l'avez fait tout à l'heure. L'optimisme de la volonté, le pessimisme de l'intellect. Mais moi, je ne suis pas vraiment Gramscien. Il faut avouer que je suis vraiment, au fond, optimiste. Je suis peut-être fou. Ben alors, merci beaucoup. Si vous êtes optimiste, ça nous fait un autre point en commun. Oui. Parce qu'on partage le même optimisme au-delà de quand même des quelques années à peine qui nous séparent. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là ce matin. Et puis, bonne fin de Oui, merci. Très agréable. Merci beaucoup.